Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 39.9. Le principe est simple, une thématique, un interlocuteur et son unique point de vue. Aujourd'hui, nous rencontrons Michel Onfray. Quelle est sa vision de la crise? Que pense-t-il de notre gouvernance politique? 39.9 l'a rencontré. C'est parti. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans les locaux de Front Populaire pour cet entretien avec vous. Alors vous êtes un philosophe français, un essayiste, vous avez écrit plus de 130 livres et puis surtout vous avez monté Front Populaire, cette nouvelle revue qui est à la fois digitale et papier. Une revue philosophique et bien sûr on en parlera. Votre dernier ouvrage est là, il s'intitule « Vie parallèle de Gaulle-Mitterrand » et c'est un ouvrage très intéressant. Vous avez fait une vie parallèle, un binôme, un duo entre De Gaulle et Mitterrand, mais on a l'impression, et dites-moi si je me trompe, qu'à travers Mitterrand, on valorise d'autant plus De Gaulle. Mitterrand, dans ses vies parallèles, est un peu tout ce que De Gaulle n'a pas été. Est-ce que c'est le cas pour vous? Ah oui, vous avez raison, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'ils se partagent le siècle, mais quand on les met en relation, justement en parallèle, et les parallèles ne se rencontrent jamais, sauf à l'infini, dit-on, mais on voit bien que ce sont deux destins totalement opposés. Alors évidemment, le général de Gaulle commence plus tôt dans le siècle, Mitterrand finit plus tard, mais ils ont un grand moment commun, et l'un peut juger l'autre, alors que l'autre ne va pas juger l'un. C'est-à-dire que le général de Gaulle, quand il est l'homme de la théorie des blindés, l'homme de l'appel du 18 juin, l'homme des forces françaises libres, l'homme de la libération de Paris, il va pas se mettre à juger un certain François Mitterrand qui s'est occupé d'anciens combattants, qui a été vichiste, maréchaliste, girodiste, surtout pas gaulliste. Et il y a un moment donné où, effectivement, il devient son challenger, il met De Gaulle en ballottage, et à ce moment-là, évidemment, il y a un jugement du général de Gaulle sur Mitterrand. Il n'ignore pas la francisque, le passé vichiste, il refuse d'utiliser ces arguments-là pour des raisons électoralistes. Il dit, eu égard à la fonction, s'il devait un jour être président de la République, il ne faut pas salir la fonction, donc il n'utilise pas cette information-là. Et en revanche, François Mitterrand, lui, passe sa vie à regarder ce que fait De Gaulle, à être fasciné par ce que fait De Gaulle, mais être dans la détestation de ce que fait De Gaulle. 2022, c'est demain. Si vous deviez, de votre point de vue, Michel Onfray, donner des conseils aux prétendants à ce titre, à ce rôle de président de la République en France, lesquels seraient-ils ces indices, sachant que, vous nous l'avez expliqué très clairement, vous êtes pour une souveraineté nationale avec un souverain, mais dans la tête de la grande majorité des gens aujourd'hui, on assimile souvent souveraineté à totalitarisme, et donc parfois à extrémisme, notamment l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour retrouver cette souveraineté nationale que vous chérissez tant? D'abord, faire la généalogie de votre remarque, c'est-à-dire comment en est-on arrivé à faire de souverainisme une insulte. Il y a ce que j'appelle la jurisprudence François Mitterrand qui fait que, à un moment donné, au Bundestag, chef de l'État français qui parle très précisément dans le lieu du pouvoir parlementaire allemand, il nous dit « les nations, c'est fini, c'est terminé, parce que les nations, c'est le nationalisme, et le nationalisme, c'est la guerre ». Mais il faudrait qu'il le démontre. Il suffit pas de le dire comme un sphinx qui s'en va en disant « j'ai sculpté une formule formidable et tellement juste et tellement vraie ». C'est faux. Ce sont les empires qui sont la guerre. C'est pas la France qui a attaqué l'Allemagne ou l'Allemagne qui a attaqué la France. C'est l'empire français, l'empire allemand, avec l'empire austro-hongrois, avec les possessions un peu partout sur la planète, en Asie, en Afrique. Il suffit de voir d'ailleurs à quoi ressemble le monde après la Première Guerre mondiale. Donc la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, il le fait avec le désir d'étendre l'empire du Troisième Reich, donc c'est le désir impérial. Je rappelle que l'Europe de Maastricht a un désir impérial et que la France n'est pas nationaliste juste quand elle dit mais ce serait quand même bien qu'on conserve un certain nombre de traditions, d'habitudes, etc. Nous avons la sécurité sociale, nous avons le droit de vote des femmes, nous avons enfin un tas de choses auxquelles on tient, liberté, égalité, fraternité, laïcité, féminisme. Ce sont 5 piliers et nous tenons à ces piliers. Pas du tout. On sape la totalité de ces piliers-là. Il y a juste à un moment donné un art de vivre, le marivaudage, la conversation, enfin un certain nombre de choses qui ont fait le génie français, l'humour de Voltaire, la gaudriole à la Rabelais, si vous voulez, qui ont fait qu'il y a une identité française. Et dire, est-ce qu'on a encore le droit d'être voltairien aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça passerait pour fasciste? Pourquoi est-ce que ça passerait pour un trait d'extrême droite? On parle justement de cette transformation de la société aujourd'hui et du fait que, pour vous, il est difficile de pouvoir assumer pour certaines personnes cette souveraineté nationale, notamment pour notre président de la République.
Juste, je vais vous reposer la question. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire a été bien gérée par nos gouvernants? Non, elle a été mal gérée pour une raison bien simple, c'est qu'on n'a plus les moyens de gérer une crise nationalement, puisqu'on n'en a plus la disposition. C'est l'argent qui fait la loi maintenant partout, à l'école, à l'hôpital, les armées, c'est terminé. On a supprimé le service militaire, on a fermé des casernes, on a vendu tout ça, on n'a plus de matériel, on n'a plus rien du tout. On n'a pas les moyens de former les policiers, les gendarmes, les médecins. Moi, j'ai habité pendant 37 années dans une sous-préfecture de 14 000 habitants. Il n'y avait plus de médecins formés. On prenait des gens dont on n'était pas très sûr qu'ils étaient médecins. On est sûr qu'ils avaient un bon diplôme qui avait bien été photocopié, mais on n'est pas très sûr que ça leur donnait les qualités pour être médecin. Le chef de l'hôpital, le directeur de l'hôpital le savait, mais fermait les yeux en disant c'est ça ou rien, et je ne veux pas fermer mon hôpital, donc je préfère qu'il fonctionne avec des gens qui ont peut-être un CAP de boucher charcutier, mais que j'embauche comme des médecins, simplement parce que avec le libéralisme, l'argent fait la loi. On vous dit pas, il faut que on puisse accoucher quand on est une femme dans un hôpital à moins de 30 km. On vous dit pas ça. On vous dit, mais débrouillez-vous quand vous accoucherez. Vous irez peut-être à 70 km dans l'hôpital qu'on aura retenu, parce que les 3 autres à côté, on les aura fermés. Les maternités, c'est exactement la même chose. Donc, à un moment donné, on dit, il faut fermer les lits. À un moment donné, on dit, on va pas former d'infirmières. On fait un numerus clausus. Faut être cinglé pour dire, en diminuant le nombre des médecins, on diminuera le nombre des malades. Non mais, de quel cerveau taré ça a pu sortir cette idée-là? Donc on a dit, voilà, il y aura moins de médecins, donc les gens seront moins malades. Ben non, les gens sont toujours malades autant, voire plus. Et puis parce que effectivement, il y a des gens de plus en plus âgés, des gens qui ont des problèmes cardiaques qui durent, etc., des diabétiques ou autres. Et donc, on se retrouve avec une pénurie de médecins. Donc, on va chercher des médecins un peu partout, et on n'a plus, c'est plus la santé qui fait la loi. À l'école, c'est la même chose. À l'armée, c'est la même chose. À la police, dans la police, c'est exactement la même chose. Donc, un chef d'État qui aurait dit, il va falloir que nous ayons des masques très rapidement parce que c'est la seule façon de lutter contre ce virus. Il aurait pu le dire, mais il l'a pas dit d'abord parce qu'il a dit non, c'est pas important, le masque entre janvier et mars, il n'y a pas de masque, hein, pas besoin, pas utile. L'OMS qui était aussi un peu fluctuante. Oui, mais c'est pareil. Il y a un moment donné où moi j'ai une formation républicaine à l'école, on m'a appris des choses élémentaires. Les virus, les bactéries, le vaccin, Pasteur, j'ai appris ça à l'école. On n'a pas besoin d'être agrégé d'infectiologie pour savoir ce genre de choses. Ou pour être même président de la République, il y a un minimum exigé, il a au moins son bac, ce garçon, eh bien, il doit savoir, il doit connaître ce genre de choses. Et puis après, il s'informe. Mais il fait des comités scientifiques, il y a 15 personnes, il y a 15 avis. Qu'est-ce qu'il fait? Un deuxième comité scientifique, 15 personnes, ça fait 30 avis maintenant. Et après, quand vous êtes un théoricien du en même temps, comment vous faites? Donc le masque n'est pas le masque, le test n'est pas le test, le vaccin n'est pas le vaccin. C'est une bonne pathologie pour un individu, et ça réjouit les psychiatres, mais pour un pays, pour un peuple, pour une nation, on expose les gens, on les met dans un état sanitaire incroyable, et on continue à creuser le déficit de confiance. Les gens disent, mais après tout, regardez, les gens qui étaient pour le vaccin, puis contre du moins, enfin ça dépend de quelle pente on veut faire, mais ça grimpe de plus en plus. Les gens disent, mais attendez, on nous sort un jour un type, c'est Monsieur Vaccin, et il nous dit, bon, c'est pas très sûr, on sait pas comment ça marche, ça ne garantit pas forcément. On se dit, ce monsieur, il vient vous vendre un truc, quoi. Vous achetez une voiture et le type vous dit, vous savez, ça tient pas bien la route, il y a quand même pas mal d'accidents, ça consomme beaucoup, puis ça fait beaucoup de bruit quand vous êtes dans l'habitacle, et vous ne pourrez pas. Vous lui dites, mais monsieur, faut arrêter, je vais pas l'acheter, votre voiture. Donc, le type qui nous vend le vaccin, en même temps, quand il prend la parole, il nous explique que si on veut, peut-être la prudence c'est mieux et qu'il faudra attendre. Évidemment, ça marche pas, hein. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui la défiance de certains citoyens français de plus en plus nombreux, vous l'avez dit, contre nos politiques, mais aussi par rapport à la gestion de cette crise. On voit de plus en plus de tissus de mensonges. On ne sait pas vraiment qui dit la vérité, qui dit juste. On a même l'impression que nos dirigeants ne savent pas vraiment ce qu'il en est aujourd'hui. Vous avez parlé de Monsieur Vaccin, qui est très précautionneux, parce qu'il sait que son vaccin marche, et en même temps, il connaît peut-être les effets délétères de ce dernier. Si aujourd'hui on se pose des questions, est-ce qu'on est forcément un complotiste? Le problème, c'est pas que ces gens-là se posent des questions, c'est qu'ils ont les réponses. S'ils se posaient des questions, moi je trouve ça naturel, c'est mon métier, moi, de solliciter les questions. Le philosophe, c'est celui qui inquiète, qui questionne, qui dit mais arrêtez de prendre pour évident ce qui n'est peut-être pas tant que ça. Les complotistes sont pas des gens qui se questionnent ou qui questionnent, ils ont les réponses. Ils vous disent ce vaccin a été fabriqué par les Américains ou par les Chinois, il y a Bill Gates qui est derrière tout ça, il s'agit de détruire une partie de l'humanité,
Au bout du compte, c'est le grand reset qui va pouvoir être mis en place, parce que quand on aura tué assez de gens, on va imposer le vaccin. Le vaccin, c'est Bill Gates avec les nanotechnologies. C'est pas des gens qui se questionnent, qui s'interrogent. Hein. Ce sont des gens qui ont des réponses. Un complotiste n'est pas quelqu'un qui s'interroge, c'est quelqu'un qui a des réponses et des mauvaises réponses aux bonnes questions qu'il aurait pu se poser. Il n'y a pas un endroit dans lequel 3 personnes ont décidé de piloter le monde, ou le complotisme, c'est ça. Regardez Hold Up, moi je suis allé jusqu'au bout de ce film. Il y a une thèse qui est quand même très simple. C'est pas, enfin, il faut la trouver parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais je veux dire, cette idée que le virus a été inventé par les hommes pour faire une pandémie planétaire de façon à ce qu'un vaccin puisse être imposé et qu'avec ce vaccin on puisse faire avancer la cause du gouvernement planétaire qui lui a besoin d'un reset économique. On se dit mais tout ça est une plaisanterie totale. On n'invente pas un virus comme ça en disant il va tuer sans tuer tout en tuant, parce qu'évidemment il fait trop de victimes. Mais c'est pas Ebola ou c'est pas la peste. Si vraiment vous voulez enlever 2 milliards d'habitants sur la planète, vous fabriquez pas un coronavirus. Comment remédier à cette grande problématique de défiance, notamment face à nos politiques, aux médias, mais aussi aux médecins? On a vu que tout le monde avait sa part de responsabilité. Les médecins qui ont dit tout et n'importe quoi sur les plateaux de télévision, les médias qui ont colporté aussi des choses parfois fausses, et comme on l'a très justement évoqué ensemble, la politique de « et en même temps ». Les masques ne servent à rien, mais il faut rendre les masques obligatoires. Qu'est-ce qu'on fait si on était sous la France de De Gaulle? Un référendum? Non, c'est un problème de civilisation. C'est-à-dire que le concept de post-vérité a même été inventé pour qualifier tout ça. Tout ce que vous racontez et qui est juste, c'est la post-vérité. Il faudrait un vrai travail pédagogique pour déconstruire la déconstruction, expliquer que si ça existe, la vérité, que la Terre, vous n'avez pas le choix entre la Terre est ronde, la Terre est plate, la Terre est carrée, la Terre existe, la Terre n'existe pas. Après tout, liberté, quoi. Faites votre marché. Moi, j'estime qu'elle est triangulaire et que, d'accord, la Terre est triangulaire, tu as bien le droit, j'y ai droit, j'ai bien le droit de croire. D'accord. Non. Non, non, il y a des vérités scientifiques qui ont dit, ah non, la Terre, elle est ronde, elle tourne sur elle-même, autour du Soleil, qui lui-même est un univers qui est en relation avec d'autres, parce que la mécanique quantique, la physique quantique, nous permet de dire qu'il y a des vérités. Et simplement, comme on n'enseigne plus la science, comme on n'enseigne plus les mathématiques, qu'un rapport a été récemment remis à Jean-Michel Blanquer pour expliquer que, bien sûr, on apprend aux enfants à l'école à faire de la programmation informatique. Formidable, quand vous êtes en CE1, de faire de la programmation informatique. Et quand est-ce qu'on apprend à lire? Quand est-ce qu'on apprend à écrire? Quand est-ce qu'on apprend à penser, à réfléchir? Quand est-ce qu'on fait du calcul mental? Mais à quoi bon du calcul mental? Vous avez la possibilité d'avoir un téléphone portable qui vous permet de faire un calcul. Et pourquoi d'ailleurs faire un calcul? Quel intérêt? Quand on apprenait jadis à extraire une racine carrée, ça vous servait à rien dans la vie, parce que jamais dans la vie on vous dit racine carrée de 17, et ça va devenir existentiel. Non, mais en même temps, on faisait ce travail parce que on avait un cerveau qui était un cerveau de course, quoi. On pouvait vraiment s'en servir. Aujourd'hui, c'est du yaourt. Donc, il y a plus d'intelligence, il y a plus de réflexion, il y a plus d'esprit critique. Tout se vaut. Vous ne savez pas quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Je googleise. Le type qui, lui, a créé un site, par exemple, je sais pas quoi, il s'est acheté une lunette astronomique à Noël et on lui a offert ça. En février, il va ouvrir un site d'astronome, il va raconter des choses, puis il y a un type qui bosse là-dessus, qui fait de l'astrophysique depuis 40 ans. Ils vont être à égalité. Parce qu'on ne supporte plus l'inégalité aujourd'hui, on ne supporte plus la compétence. On vous dit, mais si vous êtes compétent et que je ne le suis pas, c'est une inégalité et c'est insupportable. J'ai bien le droit d'en savoir autant que vous. Alors que, dans les faits, ça marche pas comme ça. Maintenant, il faut ajouter à cela de l'éducation populaire. Faire de telle sorte que les gens soient informés avant de voter. Condorcet disait, au XVIIIe siècle, qu'il n'y avait rien de plus beau que le vote s'il était éclairé. C'est-à-dire que si on vous dit, vous êtes pour ou contre l'art contemporain dans la rue, vous faites un micro-trottoir, vous êtes pour ou contre, tout le monde va vous donner une réponse. Personne ne dira, je sais pas, je connais pas bien, il faudrait que je cherche, il faudrait que je travaille, que je lise quelques livres. Tout le monde va avoir un avis. Ah, les chiottes de Marcel Duchamp, et c'est de l'art, ça, c'est un peu n'importe quoi, etc. Et on dit, moi, je veux bien qu'on fasse un référendum sur tous les sujets, pourvu qu'en amont, on ait travaillé. Donc, expliquons comment on arrive à l'urinoir de Duchamp, comment cette œuvre est une œuvre d'art, comment elle est emblématique de l'art contemporain, pourquoi elle est devenue emblématique, ce qui s'est passé, mettons ça en relation avec la photographie, qui va générer la disparition du sujet, donc l'apparition de la lumière, puis à un moment donné, on ne peindra plus que la lumière, donc on va être dans l'abstraction, puis à un moment donné, on va abstraire l'abstraction, puis etc. On rentre dans le conceptuel. C'est explicable et tout le monde peut comprendre ça, si on explique. Alors, si on part de ce principe, est-ce que vous pensez que ce serait une folie de faire un référendum pour dire ou non si ce vaccin, ce nouveau vaccin
ARNM sur l'ARN messager devrait être obligatoire ou pas? Si on essaie d'éduquer les gens sur ce qu'est un vaccin, sur comment il a été conçu, ce ne serait pas une folie. J'ai confiance en la raison si elle est sollicitée. J'ai confiance en l'intelligence si elle est sollicitée. J'ai confiance dans les débats, les vrais, pas les débats idéologiques. Les débats dans lesquels vous apportez des faits. Et vous dites aux gens, on va vous donner des faits pour que vous arrêtiez un peu tous vos fantasmes. Et puis, les arguments des gens qui sont pour et les arguments des gens qui sont contre, on les connaît. Donc on peut les travailler, ces arguments-là, pour le faire en bonne intelligence. Et puis après, on dit, bon, maintenant vous êtes informés, vous allez pouvoir vous exprimer. Encore faut-il que les gens acceptent d'être informés, parce que les gens sont dans la croyance, ils sont dans l'idéologie, et la plupart du temps, vous savez, tous ces gens qui disent il faut penser contre soi-même, ils ne pensent jamais contre eux-mêmes. Jamais. Surtout ces gens de gauche là qui vous disent il faut penser contre soi-même. Commencez par penser contre vous-même, puis on verra ensuite où on s'y trouve. Un grand moment d'éducation populaire. Moi, je crois beaucoup à la télévision pour ça. Mais le grand projet du général de Gaulle et de Malraux, c'est l'éducation populaire via la télévision. France Télévisions? La France Télévisions, c'est très exactement le lieu de la propagande. Hein, mais ça ne devrait pas. C'est la télévision publique. Elle n'est pas publique, elle devrait l'être, mais elle ne l'est pas. On voit bien. Moi, depuis que j'ai été viré du service public par sa sainteté Emmanuel Macron, parce que j'ai eu le malheur d'écrire un texte qui lui déplaisait, on voit bien quand même dans les endroits où on n'est plus invité du tout. Voilà. Où, quand il est question de nous, c'est pour qu'on se trouve sali, etc. France Inter, France Culture, enfin, on n'est pas dans le service public. Là, on est vraiment dans une espèce d'intérêt idéologique. Les comiques se moquent toujours des mêmes personnes. Les sujets sont toujours les mêmes. On peut dire de Jésus qu'il est un PD. Il n'y a aucun problème sur la matinale de France Inter. Je ne suis pas bien sûr qu'on pourrait dire de Mahomet qu'il est un PD sur cette même télévision, sur cette même radio, avec le même personnage. Je ne crois pas que ça passerait. Et d'ailleurs, les musulmans auraient bien raison de dire que c'est inacceptable. Donc il y a un moment donné où on se dit il n'y a plus de service public. Donc la télévision aujourd'hui est au service soit de l'idéologie quand elle est payée par le contribuable, soit du marché. Si vous faites TF1, vous faites du business, on ne vous demande pas d'être intelligent. Et il faut du temps de cerveau disponible. Une chaîne intelligente, respectueuse de son public, qui ne mépriserait pas son public, qui ne mettrait pas des intellos à la noix, du genre écoutez-moi et après mon discours ce sera encore plus compliqué, ce sera encore plus obscur, ce sera encore plus abscon. Mais des gens qui sont des vrais pédagogues. Il y en a à la télévision, mais je voudrais pas être désagréable en leur donnant des noms, mais il y a des pédagogues à qui on demande de faire des trucs de bouffons ou de clowns. Parce qu'il faut qu'il y ait des paillettes, parce que il faut amuser la galerie, il faut, etc. Mais non, je veux dire que on peut dire, nous allons avoir des émissions sérieuses dans lesquelles on sera des prescripteurs parce que l'expertise, elle sera chez nous. Elle sera chez nous parce que s'il y a un débat, eh bien, vous saurez qu'il y a vraiment un débat, qu'il n'y a pas juste là des gens qui veulent briller en société, qui veulent briller pour se faire voir. Donc, l'éducation populaire passerait par une télévision qui serait respectable. Très peu de chaînes de télévision sont respectables aujourd'hui. Avec des gens respectables, des journalistes respectables, chose, c'est pas 36 non plus, et avec des sujets qui permettraient aux gens de dire, bon, ce soir, je vais apprendre des choses. Je vais pas voir des gens qui vont se crêper le chignon, je vais juste voir des gens qui, à la fin, me donneront l'impression d'avoir été plus intelligents. On fait une espèce d'état des lieux de votre vision de cette crise, en tout cas de la politique actuelle. Alors, ce confinement que l'on a vécu, le port du masque obligatoire ou encore le couvre-feu, où commencent et où s'arrêtent nos libertés individuelles et où commence et où s'arrête eh bien, la protection de l'être humain et de sa santé? Écoutez, on est dans une situation épidémique, c'est-à-dire que chacun est un danger pour autrui. La liberté de contaminer n'est pas une liberté. C'est tout. Et à un moment donné, on dit, mais j'ai bien le droit d'aller dans un bar. J'ai bien le droit d'aller faire mes courses à 19h. J'ai bien le droit de... Oui, d'accord, mais vous avez le droit aussi de contaminer des gens. Mais moi, je l'ai eu, le Covid. Et quand je me suis retrouvé il y a 15 jours au fond de mon lit, pas bien du tout, personne ne m'a interdit de sortir pour contaminer l'humanité entière, si j'avais voulu. Personne. Au nom de ma liberté. J'avais ma liberté d'aller et de venir, etc. J'étais pas capable de tenir sur mes deux jambes. Mais cette façon d'oublier que la liberté de violer n'est pas une liberté, que la liberté de frapper n'est pas une liberté, que la liberté d'assassiner n'est pas une liberté, que la liberté de contaminer n'est pas une liberté, que la liberté de nuire à son voisin n'est pas une liberté, simplement parce qu'on dit mais je suis libre, je fais ce que je veux quand je veux, et si j'ai décidé de vous violer, de vous taper, de vous insulter, j'ai bien le droit. Moi, cette civilisation-là n'est plus la mienne. Cette civilisation-là n'est plus la mienne. Je pense qu'on n'a pas le droit de nuire à autrui. Que la liberté, c'est bêtement ça. J'ai appris ça pendant des années à mes élèves. La liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui. Si l'on est asymptomatique, si l'on est soi-même contaminé par le Covid, nous n'avons pas la liberté de nuire à autrui en disant « je vous fais prendre le risque
de vous contaminer ou je vous contamine. Souvenez-vous de cette époque, de cette gauche débile là, qui nous disait de Cyril Collard quand il avait le sida, qu'il avait bien le droit de contaminer les gens qui étaient séronégatifs. Ah, c'était formidable, Cyril Collard. C'était un héros de libération. Il dit, mais pas de préservatif, le sida, je contamine, j'ai bien le droit. J'ai bien le droit, ma liberté individuelle. Mais non, mon garçon, on fait pas ces choses-là, ça veut dire tuer quelqu'un, inoculer le sida sciemment et ne pas protéger sa partenaire ou son partenaire. Ah non, 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 j'ai le droit. Et là, on est dans la même configuration. Le droit d'inoculer une maladie à quelqu'un n'est pas un droit, ou la liberté d'inoculer la maladie à quelqu'un sciemment n'est pas une liberté. Moi, je n'aurais mis personne en péril avec mon Covid en disant bah, je suis susceptible de le donner à quelqu'un qui le redonnera à quelqu'un, etc. Donc le vaccin est à penser dans cette configuration-là. On est comme des enfants qui disent je veux le beurre, l'argent du beurre, je veux le camion, je veux la voiture, je veux le bonbon, je veux la tablette de chocolat, etc. Non, c'est vaccin ou confinement. Hélas, on n'a pas le choix, c'est ainsi. Donc, si les gens ne veulent pas de vaccin, très bien, à ce moment-là, il va falloir qu'ils acceptent le confinement. S'ils ne veulent pas du confinement, il faut accepter le vaccin. Ni vaccin, ni confinement, qu'est-ce que ça veut dire? J'y vais, je sors, je suis dans la jungle, je suis un cador, je suis le plus fort, je vous contamine, mort aux faibles. Mort aux faibles, ça veut dire ça, mort aux faibles, mort aux vieux. On a quand même entendu des Comte Sponville, des Bernard-Henri Lévy nous dire que, bah, après tout, les vieux, ils avaient fait leur temps et qu'on n'allait tout de même pas arrêter l'économie nationale parce qu'il y avait quelques vieux dans les EHPAD qui risquaient de mourir. Ah bon, c'est ça l'humanisme, c'est ça l'intérêt général, le bien public. On pense comme ça maintenant. Moi, je pense qu'on peut refabriquer du lien social et c'est le moment, juste en disant arrêtez de ne penser qu'à vous. Moi, je suis en pleine forme, je vois pas pourquoi j'irais me vacciner. Mais vous, c'est pas vous, le centre du monde, et les autres, vous en faites quoi? Si on veut retrouver le théâtre, le cinéma, les sorties, les copains, les bonnes bouffes avec les amis, les terrasses, la possibilité de circuler, de prendre l'avion, d'aller, de venir, de recevoir, d'être reçu, etc., il faut choisir entre le vaccin ou le confinement. Moi, j'ai choisi le vaccin. Merci à vous, Michel Onfray, de nous avoir accordé cet entretien aujourd'hui. Je rappelle que vous avez sorti ce livre très intéressant, Vie parallèle, De Gaulle-Mitterrand. Pour ceux que ça intéresse, j'encourage les gens à le lire. C'est encore une fois très intéressant. Merci à vous, Michel Onfray. C'est votre vision de la crise et ça a été très intéressant d'en parler avec vous. Et vous, vous en pensez quoi? Merci à tous de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de 39.9, bien sûr. À bientôt.